On va commencer par le dossier numéro 1. C'est un patient qui chute à domicile, donc c'est monsieur G, 87 ans. Donc il chute à domicile et les pompiers arrivent, ils le retrouvent un petit peu désorienté, il ne sait pas pourquoi il est tombé, il a soif. Il pense être en 1917, il cherche son chien qui est mort. La voisine qu'on interroge n'a pas beaucoup d'informations à nous donner, à part qu'il était normal ce matin, c'est très important. Et l'examen physique retrouve une pression artérielle qui est normale, une légère tachycardie avec un pouls à 105, une saturation qui est normale et une température corporelle qui est normale. Vous notez, c'est très important, des ecchymoses multiples et surtout une plaie de l'arcade sourcilière droite. Pour ceux qui n'ont pas encore les réflexes de type internat, dès qu'on va marquer le terme plaie ou escarre dans un dossier, il faut penser automatiquement à la vaccination antitétanique. Donc, quelque part dans le dossier, il faudra penser à rajouter vaccination ou sérovaccination antitétanique. Dans la question 1, on vous demande quel est votre diagnostic à ce stade, pourquoi. Donc là, le diagnostic est évident, il s'agit d'une confusion, d'un état confusionnel aigu. Alors attention, en anglais, ils appellent ça le délirium. En français, on a appelé ça une confusion aiguë afin d'éviter la confusion entre le terme délirium et délirium très mince. Les éléments sémiologiques qui composent ce diagnostic, c'est une désorientation temporospatiale, c'est le principal critère, avec une inversion du rythme nictéméral, donc c'est le patient qui va dormir le jour et qui va être réveillé et très actif la nuit. Ce qui permet de différencier une démence, qui est un état chronique et progressif, d'une confusion, c'est l'apparition brutale des troubles, c'est le caractère aigu, avec un début progressif, mais un caractère fluctuant des troubles, c'est-à-dire que le patient va être bien, puis va être de nouveau agité, puis de nouveau bien, et c'est le caractère également transitoire. Donc brutal, progressif, aigu, transitoire, c'est ce qui permet de différencier la confusion de la démence. C'est une question qui est souvent posée par les étudiants, donc c'est important de faire la distinction. Dans les deux cas, démence et confusion, on peut retrouver des éléments qui sont les mêmes, c'est-à-dire des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, à type de dépression, anxiété, donc des troubles anxieux, etc. Mais attention à bien faire la différence entre confusion et démence, sachant que sur une démence peut se surajouter une confusion, ce qui est fréquent, et sachant qu'une confusion peut être le point de départ d'une démence. Mais ça, le patient sera réévalué plus tard. Dans la question 2, on vous demande l'examen clinique et on vous demande également vos examens complémentaires. Donc c'est une question qui est très vaste, il faut réussir à bien l'organiser. Tout d'abord, il faut commencer la question en disant que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La confusion, à la fois en raison du diagnostic étiologique qui peut être grave, ça peut être des troubles cardiaques, ça peut être des infections, mais également en raison de la confusion elle-même, qui peut entraîner des troubles du comportement et donc un risque pour le patient, doit donc être considérée comme une urgence. Il faut faire attention à ne pas laisser un patient confus dans un box tout seul et à l'examiner 2-3 heures plus tard en se disant il va se calmer. C'est une urgence thérapeutique et diagnostique. Alors, à l'examen clinique, il faut toujours avoir le même schéma. D'abord commencer par l'interrogatoire. Donc, il faut demander quels sont les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient. Dans les antécédents médicaux, on va évidemment insister sur une démence qui existe déjà, des antécédents de confusion dans l'année, confusion auparavant, tout ce qui est antécédents médicaux de type neurologique, un Parkinson, donc de nouveau une démence d'Alzheimer, toute autre neuropathie. On va insister également sur la prise de médicaments, parce que les médicaments sont une cause très fréquente de confusion, notamment tout ce qui est anticholinergique, tout ce qui est hypnotique, tout ce qui est antipsychotique. On va insister également sur la prise de toxiques ou, en cas de saison hivernale, sur le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, qui est un risque réel même chez les personnes âgées. On va également demander classiquement les allergies et tout changement du cadre de vie du patient. Là encore, une personne âgée qu'on change de son cadre, que ce soit par l'entourage, il suffit que le mari soit mort pour que la femme décompense et soit confuse. Il suffit qu'on change la disposition de l'avortement pour qu'une personne âgée puisse devenir confuse. À l'examen physique, on va relever toutes les constantes, comme d'habitude. On va s'atteler particulièrement à chercher toute fièvre, qui peut être une conséquence de la confusion ou la cause de la confusion. Une confusion fébrile orientera bien évidemment vers une cause neuroméningée, une méningite ou une encéphalite. Ensuite, on va rechercher des causes fréquentes de confusion. Chez la personne âgée et confuse, les causes fréquentes et évidentes doivent être recherchées. Donc, un globe vésical qui peut entraîner une confusion, donc il faut palper l'abdomen,
faire une palpation et une percussion de l'abdomen à la recherche d'une matité de déclive, le globe vésical étant de déclive comme ça. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à utiliser un échographe ou un bladder scan qui permet d'évaluer rapidement la présence ou non d'un globe vésical. On va rechercher également un fécalome par le toucher rectal, c'est très important. Le fécalome chez les personnes âgées passe souvent inaperçu et est une cause fréquente de confusion. Toute douleur peut entraîner également une confusion. On va rechercher une déshydratation qui peut entraîner également une confusion. La prise de la glycémie capillaire, donc au doigt, très rapide, qui est systématique en cas de syndrome neurologique, devra être effectuée également ici. Il ne faut pas passer à côté d'une hypoglycémie qui peut être traitée facilement et qui est un diagnostic facile également. L'examen va ensuite être complet à la recherche d'une autre cause, notamment un examen neurologique complet, à la fois périphérique ou central. On va faire un examen cardiologique à la recherche de troubles de rythme, de troubles de conduction. On va chercher des signes d'infection, donc auscultation pulmonaire à la recherche d'un foyer infectieux, auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle vasculaire, rechercher une raideur de nuque en faveur d'une méningite qui peut ne pas être fébrile. Encore une fois, chez la personne âgée, la fièvre peut être un élément qui manque au diagnostic. Donc, il ne faut pas se baser uniquement sur la présence ou non de fièvre, il faudra également chercher la méningite. Et enfin, on va chercher l'évaluation des capacités d'orientation et de mémorisation du patient. En fait, c'est la réalisation d'un test du MMS, le Mini Mental State Assessment, dès que l'état du patient sera un peu amélioré, donc permettra de réaliser ce MMS. Dans les examens complémentaires, on fera un bilan systématique. Devant toute confusion, on fait un bilan sanguin, on ne se pose pas de questions. La pratique d'une imagerie cérébrale est également conseillée. Elle permet de faire un diagnostic précoce, notamment d'hémorragie. En termes d'efficacité et de qualité, c'est l'IRM qui est à préconiser, mais pour des raisons d'accès, souvent on n'a pas accès à l'IRM. Donc aujourd'hui, la conférence de consensus estime qu'il est bon de faire un scanner cérébral, notamment en cas de suspicion d'hémorragie méningée, en cas de traumatisme crânien ou en cas de signes focaux neurologiques. Donc il y a 3 indications, signes neurologiques focaux, suspicion d'hémorragie méningée ou traumatisme crânien. Avec ou sans perte de connaissance, c'est différent du sujet normal, du sujet jeune. En seconde intention, on fera également un scanner si le bilan étiologique est négatif, à la recherche d'un AVC. Donc pour l'AVC, on verra une hypodensité dans un territoire vasculaire systématisé ou d'un hématome sous-dural. Le bilan sanguin, lui, sera assez classique. On fera une numération formule sanguine, on fera un bilan rénal, urée, créatinine avec calcul de clairance de la créate. On fera une glycémie veineuse qui va compléter la glycémie capillaire. La calcémie est très importante puisque l'hypercalcémie est une cause fréquente de confusion, surtout chez le sujet âgé, chez qui on peut avoir un myélome ou des métastases osseuses. Donc calcémie très importante. On demande également de faire la protidémie. La protidémie, c'est pour pouvoir calculer la calcémie corrigée. Le bilan hépatique est à réaliser également. Les gaz du sang, oui, surtout en cas de désaturation. On fera également un bilan d'hémostase, TP, TCA, INR. Là, on ne sait pas si le patient est sous AVK ou pas. Donc l'INR est à faire. Et selon le contexte, on fera un dosage de l'alcoolémie, une recherche de toxiques dans le sang ou dans les urines, et même une HbCO, afin de rechercher toute intoxication au monoxyde de carbone. Donc on peut hypertrophier le bilan en fonction du contexte clinique et en fonction des éléments qu'on a avant et après. En seconde intention, on peut également réaliser un électroencéphalogramme, donc l'EEG, à la recherche d'une crise commerciale ou d'un état de mal convulsif qui passerait inaperçu. Ça, c'est vraiment en seconde intention si tout le bilan étiologique est revenu négatif. Et on peut également faire un examen du LCR, donc une ponction lombaire, qui va être évidente en cas de fièvre, à la recherche d'une méningite, mais qu'on fera également en seconde intention en l'absence de fièvre, mais en présence de symptômes d'irritation méningée. Donc le bilan, il est très grand, très vaste. La question est une question difficile puisqu'il faut partir de l'examen clinique, qui comporte à la fois l'interrogatoire et l'examen physique, mais également les examens complémentaires qu'on peut diviser en examen biologique et en examen radiologique. Dans la question 3, on a une iconographie. Ce patient est tombé, c'est une personne âgée, probablement ostéoporotique. Là, la radiographie est évidente, on va quand même la décrire pour dire ce que le patient a. Donc c'est une radiographie de la hanche droite, qui est de face. On voit un trait de fracture qui est basicervical. Donc c'est une fracture qui est cervicale stricte,
en opposition aux fractures qui sont sous-cervicales, par exemple la fracture pertrocantérienne. Donc là, c'est une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit, avec une angulation de la hanche en coxa vara. Vous savez, vara, c'est élargissement de l'angle, valga, c'est raccourcissement de l'angle, un angle qui va être plus aigu. Et ici, on a également des travées osseuses au niveau de la tête fémorale qui sont horizontalisées. Donc il s'agit ici, très clairement, d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit qui est cervicale vraie et qui est de type Gardner 3. On rappelle, Gardner 1, c'est verticalisation des travées osseuses. Gardner 2, c'est très peu de déplacement avec des travées osseuses qui sont dans l'axe. Gardner 3, c'est une horizontalisation des travées osseuses. Et Gardner 4, c'est un désengrainement total de la tête par rapport au fémur. Donc c'est une classification à connaître vraiment bien. Les éléments sémiologiques à rechercher, devant une fracture de la hanche, en cas de Gardner 1 ou 2, on n'aura aucune conséquence physique. On aura très peu de déformation, on aura uniquement une douleur. En cas de Gardner 3 ou 4, on aura un aspect typique de la hanche qui va être en adduction. Donc adduction, c'est rapprocher la jambe du corps, en rotation externe et en raccourcissement, puisqu'en fait c'est la tête qui va être projetée donc, sur le côté et qui va favoriser un raccourcissement de la jambe. C'est une attitude qui est typique chez le patient qui a un Gardner 3 ou 4. Le pronostic de la fracture de hanche, c'est un pronostic qui est défavorable chez la personne âgée, puisqu'il y a environ 30% de mortalité entre 6 mois et 1 an, et cette proportion de mortalité n'a pas changé depuis au moins 20 ans. Il y a des études récentes qui ont montré qu'il y avait toujours 30% de mortalité à 6 mois, 1 an, et c'est quand même c'est très lourd de conséquences. Il faut penser qu'un patient âgé qui se casse le fémur a des chances, 1, de mourir, et 2, surtout, d'être invalide et de perdre son autonomie. Donc attention à ça. Dans la question 4, on recherche les autres complications qui peuvent être retrouvées après une chute chez le sujet âgé. Là, j'ai volontairement mis dans la réponse les complications aiguës et les complications qui sont à moyen ou long terme, afin de mettre en évidence que chez la personne âgée, il faut d'emblée, dès la chute, s'occuper des conséquences à long terme. Donc là, les conséquences d'une chute, ça peut être des conséquences traumatiques, une fracture, donc le poignet, les vertèbres, la hanche, tous les sites ostéoporotiques, les 3 sites, et également une fracture du crâne, et notamment des hématomes sous-duraux, voire extraduraux. Il faut savoir que chez la personne âgée, on a plus facilement des hématomes sous-duraux après un choc que chez la personne jeune. Personne âgée, c'est comme pour la personne alcoolique chronique, on a un hématome sous-dural qui se fait plus facilement. On va rechercher également tout ce qui est infection, donc des pneumopathies d'inhalation. Après un temps passé au sol, la personne âgée va mal déglutir, va s'endormir, va faire une pneumopathie d'inhalation, donc qui va être en base droite, on le rappelle. Elle peut faire également une infection urinaire. On va rechercher une déshydratation, une infection rénale aiguë, un globe vésical ou un fécalome. Ça, c'est des complications classiques d'une chute ou d'un maintien au sol d'une personne âgée. Une complication majeure et gravissime pour la personne âgée, c'est la rhabdomyolyse également, avec libération de CPK, c'est des enzymes musculaires, et destruction du rein par nécrose tubulaire aiguë. D'autres conséquences qu'on recherche sont les conséquences thromboemboliques, une phlébite, donc une grosse jambe rouge douloureuse, voire une embolie pulmonaire qu'il faudra suspecter en cas de tachycardie ou en cas de désaturation chez la personne qui est restée au sol longtemps. Le syndrome post-chute, on va y revenir tout à l'heure, et les escarres suite à la chute doivent également être recherchés. Le syndrome post-chute est plutôt retrouvé un petit peu quelques jours après la chute, mais il faut le rechercher dès le début. La dépression est également une complication tardive. Alors, j'ai plusieurs questions d'étudiants. La première question, c'est explique mieux la rhabdomyolyse. On n'a pas très bien compris ce que c'est la rhabdomyolyse. Alors, la rhabdomyolyse, c'est vraiment en cas de chute prolongée au sol chez la personne âgée ou dans des cas d'ensevelissement, par exemple après un tremblement de terre à Haïti, les personnes sont ensevelies longtemps, ont souvent des blocs de béton qui leur compriment une jambe, et dans ce cas-là, en fait, le point de départ de ça, c'est une lyse musculaire. C'est le muscle qui est détruit et qui va libérer tous ses composants. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, les CPK, ce sont les enzymes musculaires, qui vont aller vers le rein, mais qui sont trop grosses pour être éliminées par le rein, et donc qui vont se coincer dans les tubules rénaux et empêcher la fonction rénale d'être préservée. On va ainsi avoir une insuffisance rénale aiguë. Les autres éléments qui sont contenus dans le muscle, c'est du potassium,
c'est des acides, H+, et c'est du phosphore. Donc on va avoir une hypercalémie qui peut être menaçante et qui engage le pronostic vital chez la personne qui a la rhabdomyolyse. Cette hypercalémie va en plus être majorée par l'insuffisance rénale aiguë. L'hyperphosphorémie va pas trop poser de problème en elle seule, mais va se combiner avec le calcium, précipiter et entraîner une hypocalcémie. Pour lésion H+, ça va entraîner une acidose qui va renforcer également les transferts de potassium en intra- et extracellulaire et renforcer l'hypercalémie. Donc les deux principaux dangers en cas de rhabdomyolyse, c'est les CPK qui vont favoriser l'insuffisance rénale et l'hypercalémie. L'autre question c'était, détaille un petit peu le syndrome post-chute, on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc le syndrome post-chute, c'est un vrai syndrome, il s'appelle comme ça, c'est le syndrome post-chute. C'est un syndrome qui survient quelques jours ou quelques semaines après une chute et qui s'explique par la peur du patient de retomber. Un patient âgé qui tombe a peur de retomber, donc il va avoir une attitude spéciale, il va être en rétropulsion, donc vraiment sur l'arrière, il va avoir le polygone de sustentation qui va être élargi, donc comme ça, et il va marcher à tout petits pas, en essayant d'être le plus près du sol. Et notamment, il va avoir peur dès qu'il faudra s'engager vers l'avant, ou dès qu'il faudra s'asseoir sur un fauteuil, etc. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est le rééduquer, lui réapprendre à marcher, notamment en se mettant devant lui, afin d'éviter que le patient voit le vide devant lui et qu'il ait peur de tomber. En pratique, plus le patient tombe, plus il a de chances de développer un syndrome post-chute, et plus il a un syndrome post-chute, plus il a un risque de retomber, puisque le fait d'avoir une attitude comme ça va diminuer l'efficacité de ses muscles, entraîner une amyotrophie et entraîner une désadaptation des réflexes de posture qui vont favoriser la chute. Donc c'est un cercle vicieux, et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention au syndrome post-chute. Dans la question 5, on nous demande quels sont les principaux facteurs de risque de chute et quel modèle est utilisé pour comprendre l'origine d'un trouble chez les personnes âgées. Donc il faut savoir, comme toujours chez la personne âgée, que tous les troubles sont multifactoriels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes et qu'il n'y a jamais une seule cause qui est à l'origine d'un trouble. Ici, l'origine d'une chute, c'est également multifactoriel. Il faut diviser en causes extrinsèques et en causes intrinsèques. Les causes extrinsèques, on les mettra à la fin, parce que c'est vraiment les causes qu'il faut garder en cause d'exclusion. Il ne faut jamais s'arrêter sur une cause extrinsèque. On y reviendra. Les causes intrinsèques, ce sont tout ce qui est maladie du patient et qui peut entraîner une chute. Donc ça peut être des maladies neurologiques, à la fois au niveau central, donc un Parkinson, une maladie d'Alzheimer, ou au niveau périphérique, tout ce qui est neuropathie périphérique peut entraîner une chute. Un déficit sciatique peut entraîner un stépage et ainsi une chute. Ensuite, des problèmes d'origine cardiaque, notamment des troubles du rythme ou des troubles de la conduction, ou même une insuffisance cardiaque, peuvent entraîner des syncopes ou des malaises qui vont entraîner des chutes également. Plus facilement compréhensible, les troubles rhumatologiques et orthopédiques, un patient qui a une ostéoporose ou une arthrose avec une limitation du périmètre de marche, une limitation des amplitudes, une coxarthrose évoluée avec une hanche qui est bloquée, il sera à risque de chute. Ensuite, tout ce qui est déficit sensoriel, une presbyacousie avec perte de l'audition ou une presbytie, une cataracte, un glaucome, peuvent entraîner des défauts d'orientation et de repérage dans l'espace et ainsi un plus grand risque de chute. Donc attention à tout ça. Il faudra également chercher des troubles neuromusculaires en cas d'hypothyroïdie ou en cas d'hyperthyroïdie. On peut avoir des défauts de musculation et ainsi des troubles de la posture, des chutes. Et enfin, on pourra chercher également des troubles métaboliques et psychiques. Il faudra toujours penser aux causes médicamenteuses, notamment les traitements antihypertenseurs, les inhibiteurs calciques, les IEC, les bêta-bloquants, qui peuvent entraîner une hypotension soit orthostatique, soit une vraie hypotension, et qui vont favoriser des malaises et donc des chutes. Les psychotropes également. Il faut éviter chez le patient âgé de donner des anxiolytiques ou des hypnotiques à tout va. Il faut toujours bien penser au risque de chute et de complications possiblement mortelles après. Dans les causes extrinsèques, les causes extérieures, c'est l'environnement qui est en cause, une absence d'éclairage adéquat, des tapis glissants, ou même un chaussage qui sera inadéquat. Il faut y penser, mais encore une fois, ça doit être un diagnostic qui va être d'exclusion. En ce qui concerne le modèle qu'on va utiliser dans tous les troubles en gériatrie, c'est le modèle de Bouchon, que vous connaissez ici. Donc Bouchon, c'est un médecin qui a décrit ce modèle. En pratique, en numéro 1, ce qu'on voit ici, c'est la courbe de vieillissement physiologique
d'une personne. Au long de sa vie, tout au long de sa vie, la personne va avoir un seuil physiologique de tolérance des organes qui va diminuer. Mais, alors j'ai oublié de le mettre, ici, toute cette zone représente le risque vital et fonctionnel pour le patient. En gros, en dessous de cette zone, c'est l'organe qui va être défaillant ou l'organisme qui va être défaillant. On voit très bien que dans le vieillissement physiologique d'un individu, il arrivera très tardivement, voire jamais, à un seuil de défaillance d'organes. En revanche, et ça c'est le modèle numéro 2, toute pathologie chronique va entraîner une diminution du potentiel de l'organe à être sain, et donc va diminuer cette ligne de base qui va, au bout d'un certain temps, arriver à une défaillance d'organes. Par exemple, une polykystose va entraîner, au bout d'un certain temps, une insuffisance rénale chronique et une dialyse. Le petit 3, qui va s'additionner au 1 puis au 2, c'est tout facteur intercurrent aigu qui va décompenser l'organe. Par exemple, toujours dans une polykystose, un patient chez qui on va mettre des INS et des IEC qui vont provoquer une diminution du volume du débit de filtration glomérulaire va entraîner une insuffisance rénale aiguë. Ainsi, l'organe qui aurait dû défaillir à ce niveau-là va être au stade de rupture ici et va entraîner une insuffisance rénale aiguë. Alors ici, une fois qu'on est au 3, si on traite la cause aiguë, on peut remonter vers la courbe numéro 2, bien sûr. Donc c'est le modèle de Bouchon, il faut bien le connaître, c'est à la base de toutes les explorations et de toutes les explications en gériatrie. Donc la question 6, c'est quels sont les principaux tests pour évaluer le risque de chute ultérieure. Alors avant tout, le principal facteur de risque de chute ultérieure, c'est une chute antérieure, justement. Toute personne âgée qui a chuté va rechuter, on ne sait pas quand, mais elle va rechuter, et c'est ce facteur de risque qui doit faire tilt et qui doit faire suivre le patient vraiment beaucoup. Les tests qu'on utilise classiquement, donc il y a plusieurs tests, il y a l'appui monopodal. L'appui monopodal, c'est tout simple, c'est le patient qui se met sur un pied, s'il tient moins de 5 secondes, c'est qu'il a un problème de posture, et donc il a risque de chute. Ensuite, on a le fameux stop walking when talking. Donc ça, c'est un test où on fait marcher le patient et en même temps, on le fait parler. Un patient qui a risque de chute va s'arrêter de parler quand il marche, et inversement. Le patient va commencer à marcher, le médecin va lui parler, et là, il va s'arrêter de marcher pour répondre à la question. Un autre test, c'est le Get Up and Go test, ou Timed Up and Go test. Ça, c'est encore plus simple, c'est le patient qui est assis, il doit se lever, faire 3 pas en avant, faire un demi-tour, revenir s'asseoir, et tout ça, c'est chronométré. Donc en gros, au-delà de 12 à 14 secondes, il a risque de chute, et au-delà de 30 secondes, il a très très fort risque de chute. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme test? On a le temps passé au sol, qui est pronostic. Plus on passe de temps au sol, et moins on arrive à se relever tout seul, moins bon c'est. Et on a le test de Tinetti, c'est en fait un test composite qui regroupe 9 items, notamment l'initiation à la marche, la longueur du pas, la hauteur du pas, la capacité à marcher sur une ligne droite, la capacité à faire demi-tour, ou le polygone de sustentation. Donc il y a plusieurs items dedans, c'est un test composite. Et enfin, la résistance à la pression, le patient qui est comme ça, les pieds bien écartés, le médecin va lui mettre une pression sur le thorax et va voir comment le patient réagit. S'il a besoin de mettre le pied en arrière pour se retenir, c'est qu'il a risque de chute parce qu'il a une mauvaise posture de base. Alors, il y a 3 principales situations à risque qu'il faut rechercher devant toute chute. C'est la présence d'ostéoporose chez la personne âgée, avec un risque de fracture. C'est la prise d'anticoagulants, qui vont entraîner un risque d'hématome sous-dural ou d'hématome extradural. Ou c'est l'isolement social et affectif, qui va faire qu'un patient qui va tomber dans ces conditions-là va être à risque de passer très longtemps au sol, et donc de développer les complications qu'on a vues précédemment. Donc ces 3 situations à risque, anticoagulants, ostéoporose, isolement, sont à rechercher également systématiquement chez un patient âgé qui a fait une chute. Et encore une fois, toute personne qui a fait une chute va refaire une chute, donc il faut vraiment passer du temps à le surveiller et à corriger ses troubles. Alors dans la correction, j'ai mis également qu'il fallait revoir la personne au bout d'une semaine, afin justement de vérifier s'il n'y a pas de syndrome post-chute ou de peur de la chute qui va se développer à une semaine après la chute. Même en cas de chute sans gravité, on peut avoir un syndrome post-chute qui va se développer. Dans la question 7, la voisine vous donne les nombreux médicaments du patient et on vous demande comment est-ce que vous allez traiter votre patient, sachant que vous avez dans votre bilan biologique
une numération formule sanguine qui est normale, un ionogramme sanguin qui est normal, une calcémie qui est un peu trop élevée, mais attention, c'est une calcémie qui est brute, on n'a pas la calcémie corrigée. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a l'albumine juste derrière, donc on va pouvoir calculer la calcémie corrigée, justement. La glycémie est normale, CRP normal, bilan hépatique normal. Donc cette question, c'est une question qui est difficile à organiser, parce qu'il y a plusieurs items à traiter, et il faut penser à bien traiter l'ensemble des items d'un seul coup. Donc il ne faut pas hésiter à compartimenter sa réponse en plusieurs paragraphes pour ne rien oublier. On va commencer en disant qu'on hospitalise le patient, une hospitalisation courte pour éviter d'aggraver la confusion, mais une hospitalisation quand même. On va répéter également qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique, puisque c'est un état confusionnel. Et on va commencer par le traitement étiologique, qui est le traitement le plus important. Donc ici, on va faire un traitement de la confusion initialement. Donc pour éviter la confusion, il faut maintenir des repères sensoriels au patient. Donc surtout ne pas le priver de moyens de communication, lui laisser ses lunettes, lui laisser ses appareils auditifs, même s'il a l'air confus et qu'il va les arracher, il faut lui laisser. Ça va aggraver les troubles si on ne lui laisse pas. Ensuite, il faut maintenir donc les repères sensoriels, laisser un calendrier au mur, maintenir de la lumière même la nuit, une veilleuse, quoi que ce soit, mettre les patients dans une chambre isolée, parce qu'il n'y a rien de pire pour un patient confus d'avoir un voisin qui est confus également et qui va augmenter son trouble et son anxiété. Il faut bien savoir qu'un patient confus, c'est un patient qui est très très anxieux, parce qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe, et du coup, tout ce qui se passe autour de lui, c'est perçu comme une agression, et ça accentue son anxiété, ça accentue sa confusion. Donc il faut vraiment briser ce cercle vicieux. Il faut favoriser la présence des accompagnants, de la famille, des parents, de tous les proches, qui peuvent permettre de maintenir un contact. Il faut avoir une attitude qui est respectueuse et vraiment très, très attentive aux patients. Donc un personnel soignant qui va être à l'écoute, qui va être motivé, qui va être sensibilisé à ça. Il faut absolument éviter la contention. Ça, c'est facile à dire. Parfois, le patient est très confiant, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut absolument éviter la contention. Pareil, on va éviter à tout prix de mettre des médicaments, notamment des anxiolytiques ou des psychotropes, qui vont augmenter ou masquer la confusion. Donc, il faut faire très attention à ça également. Donc j'ai mis dans la correction plein de mots-clés qui sont maintien de repères sensoriels, favoriser l'apaisement, préserver la communication, éviter l'isolement et traitement des médicamenteux en deuxième intention. Ça, c'est tiré directement de la conférence de consensus qui date également de 2009 sur la confusion chez la personne âgée. Donc il faut la lire. Il y a une synthèse de recommandations qui fait 4 pages. C'est très court, donc c'est facile. Mais on peut trouver beaucoup de mots-clés dedans, c'est très intéressant. Ensuite, on va traiter les syndromes, tout ce qui est organique chez le patient. Donc tout d'abord, traiter l'hypercalcémie. Ici, vous savez, on a vu que la calcémie corrigée, vous connaissez la formule, c'est calcium corrigé égale calcium mesuré plus 40 moins albumine, le tout fois 0,02. Donc ici, ça faisait une calcémie corrigée qui était égale à 3,1. Donc on a une hypercalcémie qui est confirmée. Donc là, pour traiter l'hypercalcémie, la seule solution, c'est l'hyperhydratation. C'est ce qui marche le mieux, au sérum sal isotonique. Donc je vous rappelle que le G5 ne remplit pas le patient et n'hydrate pas le patient. Donc attention chez les personnes âgées, elles sont à risque d'insuffisance cardiaque, notamment si on leur donne du sérum sal isotonique, mais le G5 ne les remplit pas, ne servira à rien. Donc il faut faire attention devant tout signe d'OAP à arrêter le remplissage, mais il faudra quand même remplir le patient avec du sérum sal isotonique. Pareil, il faudra toujours vérifier l'absence de globe vésical avant de remplir le patient, puisqu'un patient qui est en globe vésical ne va pas pouvoir l'évacuer tout seul et ça va aggraver la confusion. Donc hyperhydratation au sérum sal isotonique, c'est très important. Deuxièmement, on peut mettre des bisphosphonates qui vont avoir un effet un peu retardé mais qui peuvent marcher devant une hypercalcémie. En cas de suspicion d'hypercalcémie maligne, de myélome ou de métastase lytique, on peut donner des corticoïdes qui vont être très efficaces, notamment dans le myélome, puisque ça va interrompre l'action de l'interleukine 6, qui est à l'origine de la dégradation de l'os et donc de l'hypercalcémie. Donc il faut évidemment arrêter tout apport de calcium dans les médicaments. Une cause classique d'hypercalcémie, c'est les thiazidiques ou le calcite D3. Pour la fracture de hanche, il faut immobiliser le patient, mettre une attelle antalgique, lui mettre des antalgiques IV et poser le plus rapidement possible une prothèse de hanche, qui va être ici une prothèse céphalique probablement, plutôt qu'une prothèse intermédiaire, qui va être réservée aux patients qui sont plus jeunes. C'est une prothèse à mettre rapidement afin de permettre un lever précoce. Encore une fois, le lever précoce, c'est l'élément pronostic majeur qui va déterminer si le patient va mourir ou pas à terme. Un lever précoce,
est plutôt de bon augure et va présager une rééducation précoce. Il faut traiter la plaie de l'arcade sourcilière. Donc là, on avait bien mis sur le brouillon Sadvat, donc on le met ici. Il faut faire une vaccination antitétanique ou un rappel. Chez la personne âgée notamment, le rappel tous les 10 ans est souvent passé à l'as, donc il faut vraiment penser au tétanos. Il y a une trentaine de cas par an en France, c'est pas beaucoup, mais ils sont tous mortels, donc il faut y penser. Et enfin, traitement symptomatique, donc soulager les douleurs, laisser le patient à jeun tant qu'il est en chirurgie, mettre 2 voies veineuses périphériques, nourrir le patient, sauf si donc, il va être opéré, rééquilibrer hydroélectrolytiquement le patient, ça rentre dans le traitement de la calcémie, et éviter les complications de décubitus. C'est un ensemble de choses qui ne vont pas rapporter beaucoup de points, mais il faut y penser. Enfin, il faut arrêter tout médicament confusiogène, notamment les benzos, en évitant un sevrage trop rapide. Donc c'est compliqué. Là, très clairement, on avait l'ordonnance complète avec les médicaments, donc il faut changer l'ordonnance. Les mots-clés, c'est éviter la polymédicamentation, donc diminuer le nombre de médicaments sur l'ordonnance, et éviter surtout les contre-indications et les interactions médicamenteuses. Ici, très clairement, il faudra arrêter les AINS, le Voltaren, puisque ça favorise l'insuffisance rénale, notamment en cas d'association avec un IEC. Il va falloir arrêter le cassette D3, qui va augmenter l'hypercalcémie. Il faut arrêter les IEC et ARA2, qui vont également majorer l'insuffisance rénale et qui vont majorer l'hyperkaliémie qu'on va peut-être avoir. On va maintenir le traitement par aspirine, c'est un traitement qu'il faut toujours maintenir, le traitement par aspirine. Et on va arrêter les hypotenseurs, puisque le patient est probablement en hypovolémie, et de toute façon on va le remplir, donc on peut arrêter les hypotenseurs pour l'instant. La surveillance clinique de l'efficacité est très importante évidemment, et on va informer, éduquer l'entourage afin qu'il soit actif aux soins du patient. Alors j'avais des questions des étudiants qui demandaient s'il fallait faire un bilan de confusion devant toute confusion, même si on a une cause évidente comme ça qui est l'hypercalcémie. Alors, ma réponse c'est oui, plutôt que... Imaginons qu'on trouve un fécalome chez un patient. Si l'évacuation du fécalome permet un rétablissement rapide de la fonction cognitive, évidemment, on ne fera pas un bilan. Mais souvent, le bilan est fait dès l'examen du patient, il est déjà lancé, et on a les résultats après. En plus, il faut toujours savoir qu'un fécalome peut cacher une autre cause de confusion, notamment fécalome et globe vésical sont très souvent liés. Lorsqu'il y a un fécalome, on a souvent un globe vésical réflexe, et pareil avec le globe vésical qui peut entraîner un fécalome. Donc le bilan doit être assez systématique. Une autre question, c'était pourquoi arrêter les AINS? Donc j'y ai répondu. L'AINS, ça a un effet sur l'artériole afférente, donc qui amène le sang vers le rein. Ça va vasoconstricter cette artère, et donc ça va diminuer le débit de filtration glomérulaire. Les IEC, eux, vont jouer sur l'artère efférente, IEC comme efférente et AINS comme afférente. Et les IEC vont vasodilater l'artériole efférente et vont là encore faire diminuer le débit de filtration glomérulaire. Associer AINS et IEC, c'est criminel puisqu'on vasoconstricte à l'entrée, on vasodilate à la sortie, on est sûr d'induire une insuffisance rénale classiquement. Et enfin, quel traitement anti-HTA mettre en œuvre? Parce que là, on arrête tous les traitements. Alors là, ça va être une discussion de spécialistes. C'est le cardiologue qui va évaluer quel traitement anti-hypertenseur mettre. Très souvent, chez la personne âgée, on aime bien mettre les inhibiteurs calciques qui ont pour seul effet secondaire d'avoir des œdèmes des membres inférieurs et qui vont être moins hypotenseurs que les autres. Encore une fois, chez une personne âgée, on va avoir des objectifs de suivi qui vont être moins stricts que chez une personne jeune et on tolérera des chiffres de tension artérielle qui seront un peu plus élevés. Néanmoins, il faut contrôler cette pression artérielle. Alors j'avais fait quelques remarques. Donc la contention physique doit rester exceptionnelle. Il faut la garder uniquement en cas de danger pour la personne ou pour l'entourage. Un patient qui va être vraiment agressif, qui va entraîner une agression des personnes proches. En cas d'impossibilité de mener les bilans à bien ou de mener les traitements à bien, ou en cas de souffrance excessive du patient, soit au niveau de son angoisse, soit au niveau de son agitation, qui vont être trop importantes et qu'il va falloir gérer. Le traitement médicamenteux de la confusion, c'est un peu les mêmes items qui sont repris là. Dans la question 8, votre externe qui est à côté de vous vous explique que sa grand-mère, qui n'a aucun antécédent, qui est très bien jusqu'ici, sportive, 78 ans, a fait une chute récemment. Il vous demande des conseils et vous demande s'il faut s'inquiéter, s'il faut faire quelque chose de particulier. Donc là, le bilan a été
fait, donc il faut faire un bilan de chute, même si c'est la première chute, on va faire un bilan minimal de chute, et surtout il va falloir favoriser des mesures empêchant la récidive. Ce que je vous ai dit, c'est qu'une personne âgée qui chute va rechuter. La grand-mère a beau être en parfait état, elle peut très bien se détériorer rapidement, et la chute peut être le reflet d'une détérioration de son état. Donc il faut que cette personne âgée fasse de l'exercice physique, qu'elle continue surtout. La marche est très bien, mais tout ce qui est yoga ou tai chi, qui favorise la posture, qui favorise l'équilibre, sont recommandés par les sociétés de gériatrie. Il va falloir qu'elle fasse attention à bien se nourrir. La dénutrition est un élément essentiel entraînant des chutes. Il faut faire le ménage dans son ordonnance, éviter la polymédicamentation, encore une fois, et éviter tout ce qui est médicaments favorisant les chutes. Et il faut corriger une éventuelle carence en vitamine D, à la fois par du calcium et par de la vitamine D, afin d'éviter une ostéoporose et afin d'éviter des fractures. Et enfin, il faudra surveiller cette patiente au moins au bout d'un an, afin de vérifier qu'elle n'a pas refait de chute, ce qui va être plutôt rassurant. Mais en tout cas, il faut prendre au sérieux, dès la première chute chez la personne âgée, il faut prendre au sérieux la chute. Donc le bilan optionnel que j'avais rajouté, devant une première chute, il faudra quand même faire une NFS, un iono, une créate, un bilan B9, B12, et on fera également facilement une TSH et un dosage de la vitamine D. Le CG sera fait systématiquement également pour rechercher des troubles du rythme ou des troubles de la conduction. Dans la question 9, on vous demande, ce patient qui rentre seul à la maison, quelles mesures faut-il prendre afin de garder son autonomie en place? Donc c'est une question qui est très importante, c'est une question classique en gériatrie, il faut toujours avoir le même plan de réponse. Donc on va penser aux mesures qui sont d'abord d'entourage soignant, de personnel soignant. Donc là on peut penser aux infirmières à domicile, très important, aux aides-soignants qui vont être des auxiliaires de vie, et aux aides ménagères qui vont faire le ménage, préparer les repas avec la patiente. Il faut penser au kinésithérapeute qui va venir pour favoriser le maintien de la personne, qui va favoriser sa déambulation, maintenir ses muscles dans un état trophique. On va penser à l'ergothérapeute qui va chercher des solutions pour fixer les tapis en place, pour augmenter l'éclairage, pour mettre des barres dans les salles de bain, pour mettre des barres dans les toilettes, afin d'éviter toute nouvelle chute ou en tout cas de permettre à la personne de se relever rapidement. On va mettre aussi le médecin traitant au centre du dispositif. Il va coordonner l'ensemble des aides et il va surtout faire un bilan régulier de la chute. En cas de troubles visuels ou de troubles auditifs, il faudra penser à appareiller le patient, des lunettes ou un appareil auditif avec un audioprothésiste. Ensuite, il faut penser aux mesures qui sont non personnelles médicales mais qui sont financières. Donc cette patiente âgée va avoir le droit à l'APA, c'est l'allocation personne âgée autonomie, qui permet de donner un peu d'argent aux personnes âgées dans le besoin. Elle va également être prise en charge à 100%, avec une ALD à 100%, et on peut trouver d'autres aides sociales, notamment aide au logement, etc. On peut également faire appel aux aides de la région, qui proposent des portages de repas à domicile, la présence de personnes pour se promener dans la rue, etc. Et on peut penser également à la téléalarme, à moins que le patient soit dément. La téléalarme, c'est un dispositif facile qui permet à la personne âgée d'appuyer sur un bouton et d'être secourue en cas de chute et en cas d'impossibilité à se relever. Donc c'est très important, ça peut être très utile. Et enfin, éduquer, informer le patient et renforcer l'entourage du patient afin d'éviter qu'il soit seul et afin d'éviter qu'il se désautonomise et qu'il soit à risque de rechute. Alors j'avais une question qui était, faut-il évaluer l'ADL et l'IADL, donc dans le cadre de la grille Agir, afin de savoir combien d'argent la personne âgée va avoir. Donc j'y reviendrai dans un cas clinique suivant, mais effectivement, il faut toujours évaluer chez la personne âgée l'ADL et l'IADL afin de savoir si elle est autonome ou pas autonome, et ainsi de fixer le montant des allocations. Donc tout ce dossier, il est encadré par des conférences de consensus sur la confusion, conférences de consensus sur la chute, donc qui sont récentes, qui datent de 2009, donc il faut très bien savoir. Ça va être important de savoir ça.